Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Steve pour la deuxième fois sur la chaîne. Bonjour Steve. Bonjour, Alors, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Eh bien, ça va. Et tu as repris le régime carnivore maintenant depuis un moment. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Alors j'ai repris le 25 décembre, après avoir été malade. J'ai une intoxication alimentaire avec des merguez qu'on m'a offert. Un beau cadeau empoisonné pour Noël, hein. Ouais, c'est Et sympa. donc pour le coup, j'ai jeûné et puis j'ai rebasculé en carnivore derrière. Il a fallu environ un mois, enfin une semaine, pardon, pour que mon estomac se remette d'aplomb. Je l'ai fait sans antibiotiques. En résumé, ça fait 3 mois que j'y suis. Et j'ai récupéré les bénéfices au niveau de le côté anti-inflammatoire. Ce qui fait que, par exemple, pour la course à pied, je peux refaire des sprints à fond sans m'inquiéter de mon talon d'Achille. Et pareil pour mes entraînements de traction à un bras, je sens que je suis à 100%, donc je peux forcer. Donc voilà, grosso modo, les gros avantages. J'ai eu un temps d'adaptation un mois en arrière en voulant réintégrer du beurre de l'ordre de 150 grammes cru, dans le sens pas du, dans le sens où manger le beurre directement sans, c'est pas le beurre cru, pas le lait Du cru. beurre seul. Ça, Oui. voilà, ça peut porter à confusion. Et bon, du coup, j'ai eu des difficultés. Il a fallu une semaine parce que sinon, pendant 2 jours, mon sommeil il a été perturbé. J'ai une sensation de faim accentuée. Il y a eu pas mal de symptômes comme ça qui m'ont fait comprendre que mon corps n'était pas prêt. Donc ça va de mieux en mieux aujourd'hui, quoi. Si vous appréciez cette vidéo et le contenu de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, car c'est cela qui aide la chaîne à grandir et à propager le message de la bonne santé au plus grand nombre. Si vous souhaitez me soutenir directement, j'ai aussi un Tipeee dont le lien est dans la description, où je partage mon programme détaillé qui m'a permis de faire ma transformation corporelle en un an, si cela vous intéresse. Merci à tous, retour à la vidéo. Ouais, comme on le disait en off, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu une expérience similaire en même temps au niveau du beurre parce que, moi j'ai fait une journée où j'ai mangé que du beurre et sur cette journée où je n'ai mangé que du beurre et ben j'ai eu extrêmement faim pendant toute la journée et c'était terrible et le lendemain, j'étais bien content de remanger des protéines et ça contraste un petit peu avec ce qui se dit sur, le groupe Régime Carnivore France parce que, en tout cas de ce qu'on en sent et qui est répété assez régulièrement parce que les gens mangent pas assez gras, on leur dit mangez plus gras, ça va plus vous caler. Alors, c'est sûrement vrai quand on le couple avec des protéines, mais le gras seul, ça ne cale pas. On a faim. Et Steve, on avait eu cette expérience à peu près en même temps. Et vas-y, raconte-nous du coup. Bah, c'est ça, et ça a duré environ 3 4 jours. J'ai eu aussi des syndromes moins sympathiques, hein, des diarrhées. Mais effectivement, c'était pas du tout. Enfin, ça n'a pas été très agréable. Explosif. Cette sensation de faim, c'est même quand j'ai jeûné pendant 7 jours, j'ai pas eu ça, quoi. Oui, moi, pareil. Beaucoup plus simple de jeûner que de manger que du beurre. C'est ça. En fait, Donc, ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc, parce que à un moment, ce que je faisais, c'est que je faisais des jeûnes, mais des jeûnes au café, et je faisais des cafés gras. Et en fait, je pense que ce qui se passait, parce que du coup, je mangeais quasiment que du beurre. Je mangeais du beurre et du café. Et le café, c'est pas censé avoir de calories, bref, tout ça. Et en fait, ce que je pense qui s'est passé, c'est que le café masquait la faim qui était générée par le beurre. Parce que c'est sinon, ça possible. m'aurait fait pareil. Bah, C'est c'est possible. sûr. Le café, c'est connu pour pour être un coupe-faim assez violent. Donc, je pense que je trichais comme ça, mais c'est sûr que là, j'ai arrêté le café depuis un moment maintenant, et quand je mange que du beurre, à la fin, elle est horrible. Alors que jeûner, c'est pas si dur que ça en comparaison. J'ai beaucoup plus Mhm. faim quand je mange que du beurre que quand je jeûne. Mm. Ah, c'est un élément important parce qu'on voit beaucoup d'influenceurs, influenceuses en l'occurrence, qui s'amusent à manger du beurre comme ça, là, comme un snack. Euh,
pour avoir essayé de les mimer. Parce que en fait, l'avantage, c'est qu'on en trouve partout. Et je me suis dit, si j'étais capable de bien le gérer, ça serait un outil super. Ça m'éviterait de me prendre la tête sur le gras. Parce que manger de la viande, globalement, on peut y avoir accès assez facilement. Mais d'avoir sa dose de gras, c'est moins évident. Surtout quand il s'agit d'une dose de gras qui est qualitatif. Oui. Donc, c'est vrai que, alors aujourd'hui, j'ai dû diminuer parce que j'ai pris du poids. En l'espace d'un mois, j'ai quasiment pris 2 kilos. Donc, voilà, ça, c'est pas top. Mais au moins, je sais que ça vient du beurre. J'ai eu la même expérience il y a 1 an et demi, justement en augmentant le dosage du gras. Et du coup, c'était la même chose. C'était, à la différence d'aujourd'hui, c'est que je faisais cuire le beurre et donc je l'assimilais d'une autre façon. Mais en conclusion, oui, aujourd'hui, je sais prendre du poids en carnivore. Il suffit juste que j'augmente le gras et ça va très vite en fait. Hein. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. J'ai l'impression, alors après, je demande confirmation, il va falloir voir les statistiques avec les gens de notre groupe, mais j'ai l'impression que manger très gras pour les hommes, parce que Hydra, il a eu cette expérience aussi, en augmentant le gras, il a pris du poids. Moi, je ne vais pas vraiment dire ça parce que j'ai augmenté le fromage, mais donc il y a un peu de lactose dedans, donc j'ai un peu triché, mais j'ai pris du poids en augmentant le lactose. Mais je pense que augmenter le gras vraiment beaucoup pour les hommes, ça les fait prendre des poids, alors que pour les femmes, comme par exemple Isabelle, parce que Isabelle, c'est l'exemple parfait elle mange 6000 calories par jour et pourtant elle perd du gras. C'est complètement. Je ne sais pas comment elle fait. Mais l'expérience que j'ai vue, c'est que la plupart des hommes qui mangent beaucoup de gras, eux, ils prennent du poids. Donc, je pense que le métabolisme ne fonctionne pas pareil. Exactement, ouais. Pour moi, c'est sûr. J'avais suivi comme je l'avais mentionné dans l'autre vidéo, les vidéos de Sequoia Santé. Et puis, en parallèle, d'autres vidéos qui recommandaient de diminuer son ratio de protéines et d'avoir suffisamment je crois que c'était de l'ordre de 30% de protéines et 70% de gras. Et effectivement, en appliquant ça, je me suis retrouvé à prendre, c'est pareil, j'avais pris 2,5 kg. Je ne sais pas exactement en combien de temps, mais ça a été le même phénomène. Alors, certes, c'est du poids qui est beaucoup mieux réparti que quand je prenais du poids avec les glucides. Il n'en demeure pas moins que ça reste du gras, ce n'est pas du muscle. C'est ça le problème. Je pense que le ratio protéines-gras pour les hommes, il doit être moindre. Et après, il y a l'histoire de la néoglucogénèse, c'est-à-dire que si on mange vraiment trop de protéines, là, on génère de l'insuline et donc on prend du gras, on prend du poids aussi. Donc il y a ça qui est embêtant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé les protéines et j'ai baissé le gras aussi. Enfin, en tout cas, là, je fais un jeûne à l'œuf en ce moment, c'est-à-dire que je ne mange que des œufs et du beurre. Et ce que je fais, c'est que je fais un repas le matin avant d'aller à la salle à 3 œufs. Après, j'en fais 1 à 5 œufs en revenant de la salle, 1 à 5 œufs le midi et 1 à 5 œufs vers 16h, quoi. Et je perds en gras comme ça. Et j'ai jamais autant perdu en gras qu'en faisant ça. Même en jeûnant, je ne perds pas autant en gras. Donc, je pense aussi qu'il y a une histoire de mettre le corps en mode digestion permanente. Et comme il est en mode digestion permanente, il crame plus. Ce qui est assez étonnant parce que moi, je m'étais dit, si je jeûne, je vais perdre du gras. Mais en fait, non. Parce que moi, je suis un jeûneur depuis très longtemps. Je jeûnais quand j'étais végétarien il y a déjà 2 ans, etc. Donc j'ai jeûné pendant. Ça fait énormément de temps que je fais du jeûne intermittent. J'ai fait un jeûne de 6 jours, j'ai fait un jeûne de 3 jours, j'ai fait plusieurs jeûnes de 3 jours. Donc j'ai beaucoup, beaucoup jeûné. Donc je pense que j'ai tiré sur la corde du jeûne extrêmement. Et maintenant, mon corps, il est habitué au jeûne. C'est-à-dire que quand il se met en mode jeûne à un peu prolongé, il crame plus rien. Il se dit, bon, ok, là, tu manges plus, allez, c'est fini, je crame plus rien. Donc moi, je suis obligé de passer en mode inverse et de le mettre en mode digestion permanente en prenant pas des grosses quantités parce que du coup, 3 œufs, 5 œufs, c'est des petits repas, c'est une petite omelette avec, c'est une petite omelette dans une assiette, quoi.
Et le fait de le mettre en digestion permanente avec pas tant que ça de matière à digérer fait que je crame beaucoup plus. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, dans mon cas, ce que j'ai constaté, le jeûne pouvait ralentir mon métabolisme. Et alors, la course à pied, c'est sûr que c'est le cas aussi. Parce que quand j'arrête de courir, j'ai environ 1,5 kg, 2 kg en moins sur la balance. Donc, ça, et le pire, c'est que je mange plus, je mange quasiment pareil, que ce soit avec mes 50 km de course et sans. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de déficit calorique. Donc, il y a vraiment une adaptation, une économie d'énergie qui se fait au travers de sport. Et même mon ami qui a tendance à être sec naturellement m'a mentionné la même chose. Donc, quand il arrête de courir, il est plus sec. Donc, du coup, j'avais constaté, oui, le jeûne, chez moi, c'était un bon outil pour prendre du poids. Quand j'avais essayé le OMAD, et pourtant, j'étais quand même, j'étais pas capable de manger comme certains font. J'étais limité à peut-être à 800, 900 grammes de viande. J'avais peut-être 100, 150 grammes de beurre à côté et je ne pouvais plus manger derrière. Et tout ça pour dire en fait que en fait, le jeûne chez moi n'est pas un outil pour perdre du poids, quoi. En tout cas, dans ce cadre-là, quoi. Eh ben, c'est exactement ce que moi j'ai pensé pendant très longtemps, parce qu'en plus, moi j'ai suivi la formation du Steak and Butter Gang, donc il y a dedans Raymond Nazon qui prône le truc du rolling 48, c'est-à-dire de manger une fois toutes les 48 heures carrément. Donc c'est vraiment pousser le jeûne à l'extrême extrême. Hein. Et je l'ai fait. Alors, je vais pas dire que ça n'a pas marché, mais c'était un peu dur quand même. C'était dur. Alors que je trouve que manger mes œufs 4 fois par jour, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Au niveau de la satiété, j'ai aucun problème. Au niveau clarté mentale, j'ai pas de problème. J'ai pas de haut ni de bas, parce que quand je jeûne, tu as quand même le temps de l'adaptation, tu repars en jeûne, et une fois que tu es vraiment en jeûne, bon, et en plus, moi, quand je jeûne, j'ai froid aux doigts. C'est hyper chiant. Et ouais, ça fait chier. Enfin, je sais que c'est parce que mon métabolisme il a baissé. Je sais parce que c'est mon corps qui me dit tu bouffes rien, je crame rien, je fais pas de chaleur, et donc du coup t'as froid et va te faire foutre quoi. Et, j'aime pas ça. Et là, en mangeant les œufs, ça fait pas du tout ça. Donc c'est beaucoup plus agréable en fait de faire ça. Et en plus, ça marche mieux. Je crame plus de gras. Donc ouais, je pense que le jeûne, ça marche pour plein de trucs. C'est bien pour la régénération, c'est bien pour l'optimisation du corps, c'est bien pour beaucoup de choses. Mais pour la perte de gras, ça marche pas. En tout cas, quand on est trop adapté au jeûne, ça marche plus. Combien de beurre manges-tu par jour à peu près? Là, avec les œufs, je vais faire une estimation comme ça de tête, mais je dirais entre 50 et 80 grammes par jour. D'accord, ok. Sur mes 18 œufs. Sachant que je mange les œufs en entier, donc il y a le gras qui est dans les œufs, etc. Donc, ça fait. Je présume que je suis à 120. Je suis à peu près à 120 grammes de protéines avec mes 18 œufs. Et je suis à peu près, donc je présume que je suis autour de 120 grammes de gras. Je pense que c'est du 50-50. D'accord. Ouais. Moi, je fais pas du 70-30. Ça me va pas. La première expérience en carnivore, c'était 1-1 comme ratio. Et ça se passait très bien, mais c'est toujours pareil. Est-ce que je dois me baser là-dessus, sachant qu'il y a plein de choses qui ont évolué entre-temps, à savoir que j'ai été surpris que mon poids de forme est redevenu, comme c'était le cas avec les glucides, le même rendu, comme si j'étais capable de faire de la rétention d'eau de la même façon. Mais c'est assez curieux parce que j'avais perdu, j'étais descendu entre 70 et 71. Aujourd'hui, je suis à 73 500. Et quand j'étais à 72 kilos, j'étais à peu près le même taux de gras, le même rendu musculaire que quand j'étais en low carb.
À la différence près, c'est que j'ai tendance à être davantage plein. J'ai plus de glucogène musculaire, malgré que je continue à courir mes 50 km par semaine, quoi. Ça, c'est une grosse différence par rapport avec les glucides, c'est que je dégonfle quand je fais des sorties longues, je tape dans le glucogène, mon tour de bras il diminue, c'est pas, c'est un autre mode de fonctionnement, quoi, avec l'acétose. Après, ouais, moi, je suis pas revenu en alimentation glucidique et j'ai pas encore essayé. Ouais, je peux pas faire la différence. Moi, je peux pas voir si j'ai une différence entre si j'ai une différence de glycogène ou pas au niveau des bras. Je sais pas. Donc là, et puis je compte pas revenir en glucidique. Donc en plus, je compte pas refaire mes stocks de glycogène. Ouais. Donc je pense que je ne saurai jamais. Bon, après ça va. Hein. En tout cas, oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que je regarde même les photos, ça m'arrive de temps en temps. Quand je mangeais des glucides, j'avais souvent un effet où je perdais. Je dirais pas que je faisais maigrichon, mais par rapport à maintenant, il y a quand même une différence notable. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai tout intérêt à continuer dans cette direction-là, parce que je suis plus performant pour mes exercices de force, pour tout, quoi, de manière générale, à l'exception de la course à pied où j'ai perdu pour environ 15 à 20 secondes sur 1 kilomètre. Donc, aller sur un 10 km, peut-être 3 minutes. Et j'aimerais à terme voir si j'ai possibilité de rattraper ça, ou au moins d'avoir le même niveau. Mais il paraîtrait que ça prend, qu'est-ce qu'on m'avait sorti, 18 mois, ouais. 1 an et des poussières. Donc je ne sais pas, mais ça c'est le point négatif. C'est le seul point négatif. Bientôt, je vais me tester sur une longue distance. Parce que l'année dernière, malgré mes 7 mois en carnivore, j'ai pas pu le faire dans des bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, je vais remettre en place. Là, je suis en train d'augmenter au fur et à mesure mon kilométrage par semaine. Et puis, je vais me tester sur environ 30 à 35 km, juste avec de l'eau, et voir si j'ai la sensation d'avoir du carburant infini et éventuellement si je termine mieux ou par rapport à l'époque où je mangeais des glucides. Ouais, j'ai hâte de voir le résultat de ça parce que moi, ça m'intéresse et puis ça c'est pas le genre de choses que je vais tester parce que je suis pas un coureur. J'aime pas courir. Je fais des sprints de temps en temps parce super. Que je trouve ça bien pour la variabilité du cœur, je sais plus comment on appelle ça, heart variability en anglais. Et puis parce que ça a l'air d'être un entraînement assez intéressant. Mais sinon, moi, je ne fais que marcher. Je ne cours pas. Je fais pas du stepping, du fractionné, je sais pas comment on appelle ça, bref. Je cours pas en zone 4, c'est zone 4, je crois, le fameux truc pour cramer des graisses. Si tu veux, dans mon cas, je fais beaucoup de la zone 2, donc des footings en mode, je pourrais lire un bouquin tellement que c'est facile, hein, mais après, c'est tout ce qui est fractionné, c'est de l'ordre de 2 fois par semaine maximum. J'essaye d'être assez mesuré avec ça parce que, bon, avec mes 5 à 6 entraînements par semaine de musculation, ça peut faire beaucoup. Donc, et puis, quand même bien, c'est quand même assez. Enfin, ça pourrait être potentiellement stressant. En fait, je suis en train de jouer le jeu de la sécurité, de pas trop. C'est-à-dire d'y aller au fur et à mesure, quoi. J'essaie d'être assez progressif dans mon approche. Concernant le sprint, je m'y suis mis il y a 3 semaines.
malheureusement, j'ai pas pu le faire la semaine dernière, mais c'est pareil. J'ai plus aucune tension au talon d'Achille, qui était mon point faible quand j'étais en mode glucide. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. C'était l'année dernière où dès que je faisais du fractionné à 16-17 km à l'heure, je boitais le jour qui suit, voire pendant 2 jours, quoi. Ah oui, c'est pas terrible. Non, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux perdre 20 secondes sur le kilomètre et être en forme Tout à fait. que de, que de faire que d'aller plus vite et de se casser le corps, quoi. C'est pas terrible. C'est ça, c'est que là, j'ai cette capacité de m'entraîner à 100% dans des bonnes conditions. Avant, il fallait que je fasse attention à l'échauffement. J'étais moins dans, j'étais davantage dans la retenue. Donc c'est quand même une grosse différence, hein. Surtout tout ce qui est mouvement stressant comme la traction à un bras. J'ai un jeune qui s'entraîne avec moi, il a 20 ans. Il a des tensions à l'épaule. Moi qui ai 42 ans bientôt, j'ai aucun problème. Je fais les entraînements sans problème, quoi, sans difficulté. Et ça me laisse à dire que vraiment, enfin, en carnivore, j'ai un gros avantage, surtout à mon âge, pour ma génération, quoi. Parce qu'il y a plein de personnes autour de moi qui sont obligées d'arrêter ce genre d'entraînement parce que ils ont la tendinite de l'elbow golf, là, du golfeur, je ne sais plus quoi, c'est au niveau des coudes. Attends, ici, là, un classique. Okay. Et donc, on va très vite à se blesser, quoi. Surtout que je fais des négatives. Je fais presque 74 kilos pour 1m70, c'est lourd, quoi. Je ne suis pas un petit poids léger. Comparé à moi et mes 79 kilos pour 1m83, je suis un peu plus grand, quoi. Le ratio est pas le même. Oui, qu'est-ce que je voulais dire sur... toi, tu fais pas OMAD du coup, tu manges 3 fois par jour? Je mange 3 fois par jour. Le matin, 2 œufs entiers avec 3 jaunes d'œufs et environ entre 50 et 80 grammes de beurre. Le midi, c'est entre 350 et 400 grammes de steak haché, 25 à 30% de matière grasse. Le soir, c'est la même chose. Et une fois par semaine, je mange 100 grammes de foie de veau, foie de bœuf. J'essaye aussi au mieux de manger du beurre, qui est en ce moment, je tourne entre 100 et 150 grammes par jour. Je prends des jaunes d'œufs. Voilà, grosso modo, c'est mon ratio, ce qui me fait environ en budget nourriture, faut pas que je dise de bêtises, 14 euros, 15 euros par jour, quoi. Ah oui. Ah bah tiens, d'ailleurs, puisque tu parles de prix, moi je vais reparler de mon jaune d'œuf parce que là, pour faire des économies, j'ai pas trouvé mieux, hein, c'est un truc de fou. J'achète 30 œufs à 5,50 €, je crois. J'en mange 18 sur la journée, donc la moitié, donc un peu plus de la moitié, quoi. Donc ça fait genre 3 € ma journée. Et il y a le beurre. Le beurre, j'en mange quoi, 120, ouais, on va dire 100 grammes. Ça fait un cinquième d'une plaquette de 500 grammes qui me coûte 6 €. Donc je m'en tire à peu près 5 € la journée, quoi. C'est waouh, c'est ultime. Ça fait perdre du gras, c'est pas cher. C'est parfait, ce truc. Et en plus, ça me fait augmenter mes prestations sportives. Après, il faudra... parce que... Ah oui, je crois que je ne l'ai pas dit, mais je me suis entraîné pendant 2 ans à jeun le matin. Et comme je fais ce jeûne d'œuf et que le but, c'était de manger toutes les 3 à 4 heures de l'œuf pendant la journée pour être en mode digestion toute la journée, bah, du coup, je mange avant d'aller à la salle. Et je mange 3 œufs avant d'aller à la salle. Et j'ai remarqué qu'en plus, j'ai des meilleures performances sportives.
Donc, que du positif. Meilleure performance sportive, perte de gras, et ça coûte pas cher. C'est trop bien. Je vais voir combien de temps je tiens, parce que je crois qu'on a eu cette conversation hier dans la réunion Carni, mais où tu t'inquiétais de la créatine en te disant, bah ouais, mais dans le jaune d'œuf, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas de créatine. C'est vrai qu'il faut faire. Oui. Vas-y, dis-moi. Ouais, donc c'est vrai que le fait de manger que des œufs, tu as pas mal d'acides aminés, alors que les gens disent non essentiels en moins, mais il n'en demeure pas moins que je pense que ça peut faire une différence, quoi. Et donc, du coup, suite à cette conversation, je suis allé chercher sur ChatGPT les réponses. Et moi qui ai mangé beaucoup de viande, parce que ça fait 4 mois là que je mange tous les jours énormément de viande avec du fromage, etc. Enfin, vraiment, depuis Noël, je me suis fait plaisir. Et donc là, maintenant, je fais ce jeûne à l'œuf. Donc, je pense que mes stocks de créatine, ils doivent être à peu près maximisés. Et normalement, si les stocks de créatine sont maximisés, avec de l'entraînement, on met 3 à 4 semaines sans en reprendre à vider les stocks de créatine. Donc, en vrai, ça veut dire que potentiellement, je peux faire 3-4 semaines de jeûne à l'œuf. Alors, en plus, je ne l'ai pas fait d'affilée. C'est-à-dire que là, j'ai fait 5 jours la semaine dernière. Puis le week-end, j'ai mangé énormément. Puis j'ai refait un jour lundi. Puis j'ai remangé du bœuf mardi. Puis j'ai refait un jeûne à l'œuf mercredi. Donc, en plus, on peut le faire en fractionné. Ça fonctionne quand même. Je perds entre 300 et 500 grammes par jour. C'est énorme. Hein. C'est un truc de. Ah ouais, non, quand je le fais. Ah non, c'est de la folie. Quand je me pèse le matin, là pareil, je me suis pesé ce matin, là je suis à 77. Hier, j'étais à 77,4. Okay. Donc, non, c'est fou. Et je me pèse le matin en me levant, donc sans rien manger, toujours à la même heure, juste en me levant en fait. Et c'est fou quoi. Je suis hyper étonné par ce truc. Vraiment. Je crois que c'est l'arme ultime. Il faudra que j'en parle. Mais... Il faut voir combien de temps ça dure, quoi. C'est vrai que si ça, sur un mois, ça c'est important aussi. Il ne faut pas qu'il y ait une baisse de performance également. Et c'est vrai que c'est 300 grammes, c'est énorme. Oui. Je suis assez content d'avoir trouvé ça, je dois dire. Je suis assez étonné. Il y a également cet aspect où c'est économique. J'avoue, ici les œufs, 30 œufs, ça correspond à 4 €, si je ne dis pas de bêtises, 4,50 €, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est pareil, en manger 18, ça me coûterait rien du tout. Il faudrait le budget beurre qui est un peu plus cher. Au kilo, je suis presque à 12 € le kilo de beurre. Environ 12 €. Ouais. C'est plus cher. Ouais. Ah non, si, c'est pareil. C'est plus ou moins pareil. Si, c'est pareil qu'en France en vrai. Ouais. En moi, c'est 6,50 € la plaquette de 500 grammes, donc ça fait 13 € le kilo. Ouais, c'est ça. Ouais, nous sommes assez proches. Ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, si tu veux faire des économies. Je l'ai déjà fait. Mais je l'ai fait pendant 2 jours parce que j'avais pas le choix et j'étais en voyage sur Bangkok. Et au niveau des options, c'est toujours difficile, sachant qu'ici, ils adorent mettre du MSG et puis peut-être qu'ils mettent des conservateurs sur leur viande, parce que à chaque fois que je mange dans ce genre de restaurant illimité, je me retrouve avec une énergie assez moyenne le lendemain. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'imagine qu'ils mettent des conservateurs dans leur viande, quoi. Je ne sais pas si on en a parlé de ça, mais moi, je ne sais pas si j'en ai parlé spécifiquement avec toi, j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans 2 interviews, mais je vais au wok, donc pareil, à volonté, pas loin de chez moi. Oui. Et effectivement, il y a un buffet à volonté. Et en fait, le buffet qui est déjà cuit, je suis quasiment sûr, parce que c'est ça qui me met une énergie de merde, c'est cuit dans des huiles végétales. Donc, c'est quasiment sûr que c'est ça le problème. Et donc, ce qu'on fait maintenant avec ma chérie, c'est on va au wok avec la viande pas cuite, et on leur donne du beurre et on leur dit cuisez dans le beurre. Je trouve même pas le mot, c'est cuit. Ouais, cuisé. Faire cuire dans le beurre, cuisiner dans le beurre. Oui, attends.
Oui, c'est ça. Donc on va au wok et on leur demande faites cuire ça dans le beurre. Et bizarrement, quand on fait ça, on a beaucoup moins de problèmes en sortant, on a moins de problèmes de digestion, on se sent mieux, etc. Donc il y a bien un problème avec les huiles végétales. Hein. C'est un truc de fou. Ça, c'est sûr. Malheureusement, ça s'est banalisé partout. Les gens. En fait, tout est fait pour que les restaurateurs se retrouvent dans la difficulté. Le prix de l'électricité, il y a un certain nombre de choses qui font qu'ils sont obligés de réduire. Et c'est au détriment de la qualité. Et le problème, c'est qu'on en arrive à un stade où on nous fournit de plus en plus de la merde. Exactement. Ça m'ennuie parce que je trouve que manger à l'extérieur, c'est une liberté, socialement, c'est super agréable. Mais voilà, je me retrouve souvent avec des effets secondaires. C'est quand même on a une grosse régression par rapport aux gens, aux générations qui, il y a 40 ans, 50 ans en arrière, où c'était le top, quoi. Tout était cuit au suif et au beurre et on avait beaucoup moins de problèmes et c'est sûr que ça compte. Hein. Et même les frites à McDo, elles étaient cuites dans du suif à une époque. Maintenant, elles sont cuites dans de l'huile de friture dégueulasse, végétale. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais moi, je sais qu'il y a 20 ans, les frites chez McDo, c'était très, très bon. Et maintenant, c'est dégueulasse. Et voilà. C'est vrai que tu me le dis, c'est fort possible. Quand j'étais adolescent, je bouffais cette connerie régulièrement. Moi aussi. Ouais. Et je pense que ça mitigeait les dégâts, je pense. C'est-à-dire que, ok, on mangeait pas carnivore. Bah oui, forcément, on mangeait pas carnivore, mais on avait des frites cuits dans du beurre ou dans du suif. On avait des steaks cuits dans du beurre ou dans du suif. On avait de la viande de meilleure qualité, etc. Je pense que tout ça mitigeait les dégâts qu'on avait. Et aujourd'hui, comme tout est fait avec de la merde, tout est merdique. Du coup, évidemment, on a toutes les maladies métaboliques qui existent, le diabète, les machins, etc. On la connaît, là, on sait très bien que... Nous, on le sait, la plupart des gens, ils ne le savent pas, mais que toutes les maladies métaboliques, elles sont dues à la bouffe, etc. Et en fait, plus ça s'est dégradé en qualité de bouffe et plus on a de maladies métaboliques, c'est évident. Quoi. Maintenant, on le voit, nous. Il paraîtrait en Italie, ils ont de plus en plus de problèmes. Autrefois, c'était l'Italie est connue pour être des gros consommateurs de pizza et de pâtes. Le fait qu'ils sont passés à d'autres matériaux, alors je n'ai pas les détails, j'ai entendu parler de 2010 où le blé moderne serait devenu la norme. Et en fait, donc il y a l'histoire où c'est passé de 12 chromosomes à 42, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on a un aliment qui est complètement différent et ce qui explique qu'il y a de plus en plus d'allergies au gluten. Après, il y a l'histoire de la levure où ils ont changé aussi la manière de fabriquer le pain, les pâtes. Donc, en grosso modo, on n'a plus accès à la nourriture il y a 30-40 ans. C'est la même nomination, mais ce ne sont plus du tout les mêmes produits, quoi. Et quand on s'amuse à creuser le sujet, c'est valable pour énormément de choses. Hein. C'est comme la charcuterie, qui a aussi, où ils ont commencé à rajouter des conneries dedans. Tout ce qui est pâtisserie, c'est le même problème. Donc, c'est assez triste de constater qu'on a méchamment évolué dans la mauvaise direction. Oui, puis c'est ça. Puis on peut dire que pendant 10 000 ans, donc avec la révolution agricole, etc., et le fait qu'on ait fait pousser des trucs, mais on mangeait encore pas mal de lait, on mangeait encore pas mal de beurre, on mangeait du suif, la graisse, de l'huile d'olive. Je pense. Et je crois que les huiles végétales vraiment dangereuses, l'huile de tournesol, l'huile de canola, ces huiles à la con là, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, je crois. C'est un truc ultra récent.
C'est très Oui, récent. parce que Effectivement, c'était des produits qui servaient à huiler les moteurs et ils se sont dit ah bah si on fout ça dans la consommation des humains, ça nous fait gagner du pognon parce que ça coûte pas cher. On avait fait, oui, je crois qu'il y avait une histoire de champ de tournesol parce que ils devaient huiler pour les usines pour la guerre et en gros ils ont fait faire pousser des tonnes de champs de tournesol et donc du coup ils se sont dit oh on va faire de l'huile avec le tournesol puis on va donner ça à bouffer aux gens parce qu'on sait pas quoi foutre de ces tournesols. Non, enfin, je veux dire, c'était pas censé être comme ça. Et donc, là où à une époque, on pouvait manger pas mal de végétaux en plus de la viande et avoir moyennement de problèmes parce que on mangeait suffisamment de gras, parce qu'on n'avait pas de graisse végétale horrible, parce que on mangeait du lait, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va. C'est-à-dire qu'en plus de bouffer des végétaux qui ont effectivement les phytotoxines, les lectines, etc., les antinutriments, en plus de ça, on mange des huiles de merde, des graisses de merde, des protéines de merde, et on s'étonne qu'on est malade. Enfin, donc il n'y a plus rien qui va en fait. Bah, ici, donc je parle de la Thaïlande. Ils ont la main morte sur les pesticides. Donc leurs fruits et légumes sont bourrés En plus. beaucoup plus qu'en Europe. Et c'est pareil, quoi. Je pense que c'est une catastrophe. Pour moi, c'est pour cette raison que ça n'a aucun intérêt de le réintégrer à nouveau. Si quelqu'un me propose des haricots verts du jardin, je sais qu'en une certaine dose, ça ne me posera aucun souci. Mais en fait, c'est vrai que c'est un petit peu comment dire. C'est aussi mon argument pourquoi j'ai arrêté toutes ces choses-là, parce que il y a la balance bénéfice Santé. et Ouais. risque, elle est tout simplement pas, elle est pas bonne, quoi. Et en fait, le souci, c'est que c'est en train de se généraliser à grande échelle parce qu'on met beaucoup de normes en France et puis tous les produits à l'autre bout de la planète qui sont beaucoup moins chers arrivent dans les centres commerciaux et puis quand on va au restaurant, on consomme ces produits-là qui sont qui sont merdiques. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde, pour le coup, à mes yeux, ça devient extrêmement problématique pour manger correctement, quoi. J'ai la sensation d'avoir perdu énormément de liberté sur ce plan-là, quoi. Bon, alors si on part dans ce sujet-là, mais de toute façon, les générations d'il y a 40 ans, ceux qui ont vécu pendant l'âge d'or, c'est comme on appelait ça, Une trente glorieuse. bref, les années. Oui, voilà, c'est ça, les années folles d'après-guerre, où en fait, voilà, fallait tout reconstruire, tout était bien, l'économie était bien, c'était parfait, c'était le plein emploi, etc. Ils ont aucune idée de ce qu'on est en train de vivre là actuellement. Bon, alors en plus de tous les jobs qui ont été remplacés, etc. Ça a tellement évolué vite, c'est une catastrophe, c'est une folie. Et donc, effectivement, les gens ne se rendent pas compte que notre qualité de vie, elle est bien moindre. Alors, nous, ça va, en tant que carnivore, entre guillemets. Bon, déjà, on rattrape un petit peu, on essaye des trucs extrêmes, voilà, pour aller dans l'autre sens et essayer de pousser vers l'autre côté. Bon, ça ne change rien au marché du travail, ça ne change rien à d'autres trucs, mais je veux dire, au moins au niveau santé, on est moins contraint que les autres, quoi. Au moins, on sait ce qu'on met dans notre bouche. Et je sais que la plupart des gens, ils s'y intéressent même pas. Ça leur traverse même pas l'esprit. Ils ont mangé comme ça pendant toute leur vie. Ils savent même pas la différence entre une huile d'olive et une huile de tournesol. Et ils savent pas les conséquences que ça a sur la santé. Et ils se disent c'est pareil, mais ça me coûte 2 € moins cher au magasin, donc je prends l'huile de tournesol. C'est terrible, quoi. Alors qu'effectivement, quand on regarde avec un peu de recul, alors du coup, nous, on regarde avec beaucoup de recul parce qu'on part avant la révolution agricole il y a 10 000 ans. Mais évidemment, quand tu commences à regarder il y a 300 000 ans, on n'avait pas d'huile végétale. Et même en regardant pas si loin que ça, on voit que l'huile de tournesol, ça a 100 ans, quoi. C'est rien, c'est rien du tout. On n'a pas de recul sur la question. L'huile d'olive, on sait que ça va. Potentiellement, ça peut aller, c'est des graisses qui peuvent aller. L'huile de coco, on sait que ça va, ça peut aller. C'est pas le mieux, ça vaudra jamais du beurre ou du ghee, mais ça va, c'est ok. Mais putain, les huiles de tournesol, de canola, de
toutes ces Tout huiles ce de qui est merde, graines. faut tout virer. Ouais, tout ce qui est graines. Ouais. Alors, les huiles de graines, c'est le pire truc. Oil. Ouais, les C'est seed oil. malheureusement, ça s'est développé partout, quoi. En fait, on a perdu aussi le rapport à la nourriture, à savoir à l'époque tout se cuisinait, on prenait le temps de faire les choses. Et les tendances actuelles, c'est on a tout, on va dans la direction du fast-food général. Et voilà, on n'a Bah, plus tout va à aucun. l'économie. Hmm. C'est-à-dire, en fait, tout est lié à l'économie. C'est-à-dire que si l'économie allait, on demanderait des produits de qualité. Si on avait les sous pour pouvoir manger correctement et pour être au courant, parce qu'il y a aussi l'information, parce que les gens, ils savent même pas l'histoire des huiles de tournesol. Enfin, moi, d'ailleurs, c'est une de mes victoires personnelles. Je sais qu'il y a une personne à la salle qui, Anaïs, elle regardera jamais cette interview, coucou Anaïs, qui, elle mangeait le matin ses œufs avec l'huile Isio 4 dégueulasse du magasin. Et je lui ai dit, s'il y a une seule chose que tu dois changer dans ta vie, une seule, parce que c'est cette chose-là, change ton Isio 4 et prends de l'huile d'olive. Je t'en supplie, ne bouffe pas cette merde. Et elle l'a fait. Et je lui ai dit, franchement, tu vas avoir des bonnes répercussions à long terme, etc. Parce que moi, parce que j'ai énormément cette conversation avec plein de gens, enfin la conversation du carnivorisme, je l'ai avec plein de gens qui me trouvent complètement taré, mais c'est pas grave. Et du coup, quand j'ai cette conversation, évidemment, je me heurte toujours, même quand je viens au cétogène, hein, parce que maintenant j'ai j'ai stratégisé. Je sais que si je dis cétogène, ça fait moins peur aux gens que carnivore. Complètement. Et donc du coup, je leur dis régime cétogène, et je me prends toujours le mur de ah ouais, mais c'est bon, le sucre c'est bon, la glace c'est bon, ah mais le pain, ah mais les pâtes, ah mais machin, la pizza, enfin c'est, tu vois, je me heurte toujours à ça. Mais quand tu as cette conversation au niveau des huiles végétales, il y a personne qui va dire ah non, mon huile de tournesol, je ne peux pas ne pas manger de l'huile de tournesol. Enfin, c'est dégueulasse. Tout le monde sait que c'est dégueu. C'est largement plus dégueu que l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Bien sûr. Donc là, t'as pas cette résistance. Là, au moins, tu peux changer, je pense, une bonne partie de la vie des gens facilement en leur disant éliminer les huiles végétales. C'est tout à fait vrai. Et ça, j'ai réussi à sensibiliser beaucoup de personnes. Parce que ça fait partie des ennemis numéro 1, enfin, ça fait partie du top 5 facilement. Oui. Allez, on va dire du top 3. C'est vraiment pas, pour le coup, c'est pas si compliqué que ça à remplacer, même si c'est vrai que le beurre, c'est plus cher. Mais bon, franchement, en termes de santé, ça devrait pas être. Il devrait y avoir aucune hésitation à faire le pas. Bah, en plus, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que au pire, il y a l'huile d'olive qui doit être, alors, qui est un petit peu cher, qui doit être à 7 ou 8 euros très le litre, cher. un truc comme ça. Oui, mais c'est moins extrêmement cher que du beurre. Ah, c'est moins cher que du beurre. La bonne huile d'olive extra vierge, elle est moins chère que du beurre. Ouais, peut-être pas. Parce que moi, pareil. j'avais regardé. Alors, ça reste. J'ai pas creusé le sujet plus que ça, mais j'ai entendu dire que quand on regarde la production d'huile d'olive, la bonne, hein, la véritable, et l'offre, il y a un gap énorme, ce qui sous-entend que en fait, une bonne partie de nos huiles d'olive sont des produits mixés, trafiqués. Ouais, j'ai entendu dire Donc, ça aussi. Ouais. la vertu de cette huile-là, pour moi, reste comment dire, je reste assez sceptique quand je suis autant sur un produit naturel qui vient de la source, qui n'a pas été altéré, pourquoi pas, mais aujourd'hui, tout est trafiqué, quoi. En tout cas, une bonne partie. Et si on veut de la qualité, ça coûte quand même très cher. Et je pense, peut-être que je me trompe, que le beurre est moins cher. Bah, peut-être bien. De toute façon, c'est plus dur de trafiquer du beurre, tu vois ce que je veux dire? Parce que trafiquer de l'huile d'olive, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire, tu prends une huile de canola ou une huile de tournesol et tu mets du goût d'huile d'olive dedans, et tu peux la vendre comme si c'était de l'huile d'olive. Et les gens ne feront pas vraiment la différence. Alors que
du beurre, comment tu trafiques du beurre? Enfin, je veux dire. Ça se fait. Et ici, c'est très répandu. Ah ouais? Il y a- La ils arrivent margarine? ouais, oui, ils rajoutent Ah. des huiles végétales, du beurre Ouais, mais ça se sent transformé. au goût. Ça se sent au goût, effectivement, mais aujourd'hui, enfin, avec mon. En fait, le beurre en France et le beurre en Thaïlande n'a pas tout à fait le même goût. Donc, c'est pour ça que c'est perturbant de se dire si c'est vraiment si c'est vraiment le vrai goût ou pas. Quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas suffisamment de recul dessus. Mais ce que je peux dire en étant affirmatif, c'est qu'il y a du beurre transformé. Et ils en vendent plein ici. Quoi. Une espèce de margarine hybride. Ça se fait, malheureusement. Ça, je suis pas étonné. Ouais, je suis pas étonné, mais c'est là où moi là, je pourrais pas faire la différence entre une huile de tournesol dans laquelle tu as mis, du goût d'huile d'olive avec une vraie huile d'olive. Je pense que je pourrais pas faire la différence, alors que je pense qu'une margarine et du beurre, je pourrais faire la différence au niveau du goût. Mais bon, je pense. Et encore une fois, alors après, voilà, là où tu dis ça truc, etc. Même si 50% de ton beurre, c'est de la margarine et 50% c'est du vrai beurre, tu as au moins les bonnes graisses pour contrebalancer les mauvaises graisses. Tu vois ce que je veux dire? Tu as au moins une partie qui est bonne, au moins dedans. Alors que si tu as une huile de tournesol avec juste du goût d'huile d'olive dedans, tu n'as rien qui est bon, quoi. Donc, c'est ça. voilà. Je pense que le danger est moindre. C'est fort possible, mais bon, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ça reste extrêmement compliqué d'avoir une grosse confiance à tous ces industriels qui font plein de manipulations pour nous vendre des produits. C'est vraiment ce qui est un peu lamentable, c'est que de plus en plus, en tout cas me concernant, j'ai de moins en moins de confiance. J'ai vu tellement d'absurdités que je suis obligé de me dire, bon, si je vais au centre commercial du coin, ok, ça sera peut-être une version moins pire, mais il y a une forte, il y a une bonne chance que ça soit un produit qui a été altéré, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est terrible de ne plus pouvoir avoir confiance comme ça dans les producteurs, mais c'est le jeu maintenant. C'est terrible. Et donc, on n'avait pas ce problème-là il y a 40 ans, c'est ce que je dis. Je pense aussi, oui. On l'avait beaucoup moins, en tout cas. Les circuits courts, que du bon sens. On savait, on avait la possibilité de vérifier ce que faisait la personne. Il y avait un rapport de confiance beaucoup plus élevé. Les conséquences de certaines conneries étaient aussi beaucoup plus sévères. Et aujourd'hui, c'est des gens de l'autre bout du monde qui font leur truc et puis qui nous le vendent. On a très peu de contrôle dessus, quoi. Et ça paraît. On est dans un monde absurde sur bien des choses. Et surtout qu'en France, on a la possibilité de faire des super produits localement. Oui. Donc, c'est là où je pense qu'il y a une volonté de détruire toutes les fermes, tous les paysans. C'est assez flagrant. Hein, comment peut-on mettre des normes localement et tolérer des trucs qui ne respectent pas ces normes-là, qui viennent de l'autre bout du monde? Ça n'a pas de sens. Non, c'est vrai. Alors après, ils disent qu'il y a des normes de sécurité, etc. Mais oui, ils disent beaucoup de choses. Hein. Oui, de toute façon, voilà. Non, mais voilà, c'est ce que je disais. On peut pas leur faire confiance et c'est une catastrophe. Faut regarder où va l'argent. Hein. L'agroalimentaire est connecté à Big Pharma. J'ai vu l'argent. Et pour les gens qui s'intéressent aux études, on voit que une partie d'entre elles sont complètement bidons. Donc
Pour moi, c'est niet. Je n'ai pas confiance en tout ça, quoi. Bah, de toute façon, enfin, je pense que ni toi ni moi, on verra, le jour où, le carnivore sera, vraiment mainstream. Je pense que ça va quand même un peu décoller, quoi. C'est-à-dire les communautés vont grandir un peu. Alors en plus, surtout dans les communautés francophones parce que, ça va pas beaucoup décoller parce que c'est ce que je disais, le problème avec la France, c'est la responsabilité personnelle de la santé. Parce que vu Mhm. qu'il y a l'assurance maladie, bah, les gens ils se disent: «Oh bah, je prends une pilule, c'est pas grave». C'est Qui ça. te donne des tonnes d'effets secondaires à la con, mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais et donc il y a tout ce truc-là de bah, c'est gratuit le soin, alors c'est pas grave, j'ai pas besoin de faire attention à ce que je mange, etc. Mhm. Euh, Là où moi, c'est ce que je disais, c'est aux États-Unis, ok, tout n'est pas parfait, mais moi, c'est moche ce que je dis, mais moi, j'aime pas du tout cette histoire d'assurance maladie parce que ça enlève la responsabilité personnelle des gens de leur santé. Et je trouve que c'est une vraie catastrophe. Et là où, aux États-Unis, ok, ils ont pas d'assurance maladie et c'est pas terrible, mais au moins, du coup, ils ont une motivation supplémentaire à prendre soin de leur santé. C'est-à-dire que en Mhm. plus d'être une motivation sanitaire, c'est aussi une motivation économique. Parce qu'en fait, bah, si tu tombes pas malade, tu payes pas ton hôpital 40 000 balles quand il va, quoi. Et donc, ça donne encore plus envie de prendre soin de soi. Et nous, on a un peu ce problème-là en France de bah non, mais il y a l'assurance maladie, j'ai pas besoin de prendre soin de moi. Les médecins, ils prennent soin de moi, c'est bon. Bon, ils prennent soin de toi sans jamais te guérir. Ils prennent soin de toi en te foutant des piqûres d'insuline que tu prendras toute ta vie. Ils prennent soin de toi en te foutant sous statine. Enfin, bon, en plus, ils prennent soin de toi pas terrible, avec des trucs qui te font des effets secondaires à la con et qui te mettent encore plus mal que tu as été au début. Et ouais, alors moi, en plus, récemment, j'ai même eu une expérience avec un dentiste où il m'a dit: ah, t'as une carie. Bon, j'ai dit: bon, allez, c'est une carie, celle-là me fait chier depuis un moment, je vais la faire enlever, etc. Ouais, bah, alors, au début, j'avais un peu mal quand je mâchais ma viande à cet endroit-là parce qu'il y avait une carie, quoi. Et depuis qu'il me l'a enlevé, j'arrive plus à mâcher du côté où il m'a mis la résine à la con. Donc je me dis, bah non, mais c'est pire qu'avant en fait. Vous faites chier. Je viens pour être guéri, je viens pas pour avoir plus mal qu'avant en fait. Donc j'ai même à ce niveau-là, j'ai même plus confiance dans les dentistes. J'ai plus confiance en rien. La médecine, c'est terrible. J'ai plus confiance en rien. Dès que tu vas C'est faire une opération quelconque, n'importe quoi, ça ne marche jamais. Enfin, en tout cas, moi, ça marche jamais. C'est un truc de dingue. Ça me fait plus de problèmes que ça m'en règle. C'est un truc de fou. C'est, je confirme le constat, c'est qu'aujourd'hui, on reste beaucoup à la surface. On Mm. fait des protocoles qui fonctionnent sur le court terme au Et niveau même pas. de. Ça atténue des symptômes, mais ça ne règle Ouais. pas les problèmes de fond. Mm. En fait, c'est des espèces de rafistolage. Et puis, en fait, c'est un système de commerce. C'est juste pour faire de l'argent. Et voilà, plus il y a de malades et mieux, mieux ces professionnels se portent. Et c'est triste à dire, mais pour avoir grandi dans le milieu des médecins, je l'ai constaté même à l'âge de quand j'avais 6 ans et demi, je voyais des laboratoires qui venaient soudoyer les docteurs avec des Bah fameuses oui. nouvelles molécules. Mm. Et au final, bah, comment dire, le deal, c'est que c'était 50% sur tel et tel voyage. Enfin, ça date pas d'hier, mais oui, La la corruption. médecine, tout ça, c'est devenu Un business. un système qui est plus comme le sketch des inconnus, où c'est avec le docteur qui dit nos clients à la place de nos patients. Quoi. C'est devenu pourri pour une Oui. partie. Ça Un ne veut pas patient. dire que tous les médecins et tout ça c'est le cas, mais je veux dire, en tout cas, Non, le système en il y a lui-même, encore des exceptions. a été vachement. Et c'est plus la même chose. C'est difficile d'être un médecin aujourd'hui. On peut plus faire comme auparavant où le docteur prenait le temps de faire des consultations. Il y avait un rapport beaucoup plus humain. Aujourd'hui, c'est du C'est chat ça. GPT. On répète Mm. des discours par cœur. C'est de la connaissance souvent morte. Et puis, on applique Oui, des trucs pour vendre le plus possible exactement. de molécules. Quoi. Voilà.
Et un patient guéri est un client perdu. C'est déjà. ça. C'est terrible. Et effectivement, moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir un médecin. Je connais un médecin qui fait bien son travail. J'en connais qu'un. C'est dire, hein. Mais à chaque fois que je vais chez des médecins, c'est une catastrophe. Je vais chez le dentiste, je lui dis le fluor est un poison pour l'être humain. Il me dit je suis pas d'accord. Je dis mais t'es con ou il n'y a pas d'histoire d'être d'accord ou de pas être d'accord. C'est un poison, quoi. Je veux dire. Il me dit ouais, je recommande des dentifrices au fluor. Je lui dis mais vous savez que le fluor c'est toxique pour l'être humain. Il me dit ah je suis pas d'accord. T'es con. Il n'y a pas d'histoire d'être d'accord ou de pas être d'accord en fait. Ah, mais bon, à la limite, tu me dis je sais pas. C'est le premier de la classe qui récite son discours par cœur et qui ne va pas aller à l'encontre de ce que le maître lui dit. Du dogme. Le dogme. C'est du dogme, tout à fait. C'est complètement ça. Et puis, ce qui est assez triste, c'est qu'on a perdu cette capacité de critique. Aujourd'hui, voilà, on apprend des trucs par cœur et puis non, tu restes à ta place, tu fais ce que je te dis et puis si tu vas aller fais tes recherches toi-même. Tu vas à l'encontre du truc, tu vas être pénalisé. Et c'est là où pour un docteur, pour un professionnel, ça devient extrêmement compliqué, quoi. Il y a quand même une épée Damoclès sur la tête. Oui. Et on a perdu en liberté sur cet aspect-là, en tout cas. Et puis, même celui qui veut faire son boulot à fond, on lui met des bâtons dans les roues sans arrêt. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas simple. Non, c'est une galère pour les médecins, hein, je sais, parce que même si, alors bon, sans parler des médecins qui eux en ont rien à foutre et ils se disent non mais j'applique le protocole et c'est moi qui ai raison et taisez-vous, mais même ceux qui veulent dire non mais je pense que là quand même il y a un truc qui va pas, il faudrait regarder ça via un autre angle, etc. Et quand tu commences à faire ça, tu perds l'ordre des médecins, tu perds ta licence, tu peux plus travailler, c'est une galère, quoi, c'est fou. De toute façon, si on veut un exemple concret, il suffit juste de remonter à 5 ans en arrière avec 4 ans et demi, je ne sais plus, j'ai plus la notion du temps, avec notre injection expérimentale et on a vu à quel point c'était dogmatique. Et pourtant, c'était écrit noir sur blanc certaines choses et non, c'était tout noir ou tout blanc. Tout blanc. Et ça me fait. Je pense qu'on a une espèce de religion, c'est le santisme. Oui. En fait, je n'arrive pas. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui critiquent les religieux, les religions de manière générale, mais ils appliquent les mêmes travers. Bien sûr. Ils ont une grille de lecture complètement verrouillée. Juste au travers d'une logique qui est souvent limitée, c'est pas de la. Enfin, souvent, il y a énormément d'angles morts. Donc, mais la personne va appliquer ce protocole-là, cette base. C'est assez perturbant parce que en fait, quand on commence à analyser ce genre de discours, c'est de la connaissance complètement morte. Si on contextualise, on voit que beaucoup de choses, en fonction du contexte, vont agir différemment. Mais c'est un peu le drame d'aujourd'hui où on a simplifié énormément de choses. On nous a donné l'illusion qu'on maîtrisait plein de choses, plein de paramètres. Et au final, en fait, en creusant le sujet, on réalise que c'était que de la façade, c'était que de l'apparence et que nous sommes loin de maîtriser tous ces sujets-là. La vérité d'aujourd'hui sera peut-être un mensonge demain et en fait, moi, j'en suis arrivé au stade où plus j'apprends, mieux je sais rien, quoi. Enfin, plus je comprends que je ne sais pas grand-chose. Et c'est assez fou. J'ai des pointures autour de moi. C'est la même réflexion. On est sidéré
par rapport au récit qu'on nous a vendu, c'est assez. Pour certaines personnes, je conçois que ce soit perturbant, mais on vit dans un monde où aujourd'hui, je pense qu'il faut conserver une certaine ouverture d'esprit parce que on a été, comment on peut ça, on a été bercé, on a été biberonné exactement en plein milieu de mensonges, des mythes donc des choses qu'on nous disait, mais oui, bien sûr, c'est la vérité absolue. Comme on avait mentionné hier avec la pilule contraceptive qui nous disait, où les gens nous disaient clairement, non, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, que c'était une grande, ça a été une super découverte. Et puis en fait, c'est un truc toxique, c'est un perturbateur endocrinien. Ça touche aux hormones. Qui dit toucher aux hormones, ça génère des problèmes qui peuvent être extrêmement graves. On nous a raconté que des bobards et c'est assez. Moi, aujourd'hui, je me dis, si autrefois j'avais une certaine confiance. Une certaine confiance parce que j'étais ignorant, hein, comme beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi, pareil. Je regardais les fiches Wikipédia, les définitions, et je me disais, c'est bien, c'est cool, c'est de la cool, science. On sait plein de trucs. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais le syndrome du zététique, mais en fait, plus j'ai creusé les sujets et plus je me suis dit, oula, là, qu'est-ce que j'ai appris là, hein. Oula, là, c'est pas du tout, c'est complètement, c'est le contraire, quoi. J'ai réalisé à quel point le fossé entre le mythe et la réalité était énorme, quoi. Gigantesque. Ouais, le plus gros exemple de ça, moi, je me souviens de l'époque où je me disais, c'est génial, on connaît plein de trucs sur la nutrition, waouh. Je crois que c'est un des pires trucs, celui-là. C'est vraiment, je me disais, c'est génial, les médecins, ils savent des trucs géniaux sur la nutrition, que tel aliment, il a tel effet sur le corps, c'est incroyable et tout. Et en fait, et aujourd'hui, tu te dis, mais la pyramide des aliments, mais quelle catastrophe. Et t'es là et tu te dis, mais dire qu'à une époque, je me disais que ça, c'était la vérité, mais quelle horreur. Et pourtant, je me souviens de cette époque où je me disais, je suis sûr que ces gens, ils veulent notre bien. Ils ont fait toutes ces recherches pour qu'on ait le truc le plus optimal pour la santé humaine. C'est ça, ça me fait un peu ce même effet où je me forçais à manger des légumes que je n'aimais pas forcément. Mais oui, les brocolis, quand ils sont frais, ça va. Mais les épinards, par exemple, quand on leur donnait des vertus, on revient à cet argument de donner aux enfants des trucs dont ils ne veulent pas. Et tu dis, mais quel animal fait ça? Quel animal donne à ses bébés des trucs qu'ils ne veulent pas bouffer? De toute façon, ce qui est assez révélateur, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se prendre la tête pour quelque chose qui est à la base de l'ordre du naturel. Dans le vivant, de manière générale, les animaux n'ont pas tous ces... C'est assez intuitif pour eux, mais nous autres, on ne sait même plus... on est obligé de faire des longues recherches pour voir si tel et tel aliment est fonctionnel ou pas. Moi, je pense que la simplicité, c'est de revenir à des choses simples, donc, et d'étudier combien de temps, ça fait combien de temps qu'on mange telle et telle chose, qu'est-ce qui a été modifié récemment. Après, c'est vrai que pour le coup, ça élimine énormément de choses. C'est en fonction de là où on va être, on n'aura pas toute ces possibilités, mais je pense que nous sommes pareils que les autres animaux. On n'a pas besoin
de beaucoup de variétés pour être fonctionnel, quoi. C'est d'ailleurs, non, pas pour être fonctionnel. Voilà, la diète carnivore le prouve, je dirais, enfin, Oui. j'ai pas de certitude sur le long terme, mais à mon niveau, je me fais cuire un steak avec un peu de beurre, je mange de temps à autre des abats, et puis ça peut se résumer à ça, quoi. Avant, il fallait que je mange tel et tel légume, il fallait que je fasse des combinaisons entre tel et tel végétaux, blablabla, blablabla. Enfin, ça me paraît complètement absurde. Ça me paraît pas logique. Et, mais c'est intéressant de prendre le temps et de voir, de connaître l'histoire de chaque aliment. C'est comme les graines, tout ce qui est amandes, noix, qui ont été populaires, qui se sont banalisées récemment. C'est pas des choses qu'on mangeait aussi facilement auparavant, quoi. Bah non. On en trouvait, mais très rarement. Ce que je disais, on était végétarien opportuniste, c'est-à-dire de temps en temps, on mangeait des végétaux parce qu'on les trouvait, parce qu'il n'y avait rien d'autre à bouffer. Mais si on avait le choix entre un mammouth ou un bison et des plantes hasardeuses qu'on trouve sur les chemins de prairies, évidemment qu'on allait aller chasser le bison, quoi. Et en plus, il y a 300 000 ans, enfin, même il y a 100 000 ans, les végétaux, ils ressemblent pas du tout aux trucs qu'on mange aujourd'hui. Ils ont été modifiés génétiquement pour être mangeables, pour avoir un aspect à peu près mangeable, quoi. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur la bonne piste, quoi. Ce monde-là, il n'existe plus. Et aujourd'hui, on est obligé de naviguer dans quelque chose qui est différent. Et c'est ça qui fait que il y a quand même, on a perdu dans ces évolutions. On a totalement régressé en fait, hein, et que ça soit sur beaucoup de plans, quoi. À force d'être assisté par la technologie à tout niveau, mentalement, physiquement, on devient des sous-versions. Si ça continue, on va devenir l'espèce de bonhomme obèse dans Wall-E, là, qui appuie sur des boutons pour avoir sa dose de dopamine, qui est plus capable de marcher sur ses deux jambes, enfin, qui est plus capable il est dans un siège en permanence, il est camé artificiellement avec toutes les hormones. Enfin, pour moi, c'est pas une évolution. Quand je vois le côté athlétique qu'avaient nos ancêtres, je me dis, on fait un peu de l'ombre, hein. Il y avait très peu de personnes en surpoids. C'est ça. Il suffit de regarder des photos de 40 ans, 50 ans en arrière. L'énergie des gens a été complètement différente. Donc, il y a vraiment eu des gros changements. Ce ne sont pas des petits changements, ce sont des énormes changements. Beaucoup. Le diable se cache dans les détails, quoi. Même au niveau de l'eau, les perturbateurs endocriniens, la banalisation du plastique, le fait qu'aujourd'hui, qu'on nous sert du café dans des gobelets en plastique. En plastique. Et ça, tu donnes ça à des gamins qui sont en pleine croissance. Pareil pour le bébé, tu fais réchauffer le biberon dans le micro-ondes. Tu as tous les perturbateurs endocriniens qui l'absorbent. Il ne faut pas s'étonner que l'homme moderne a perdu énormément de testostérone et que la femme a des troubles hormonaux, est aussi perturbée, quoi. Donc on est tous des espèces de mutants. Et à mes yeux, par rapport aux connaissances que j'ai, je pense qu'on a vraiment régressé, quoi. Et on a de la chance d'avoir Internet pour remettre en question toutes ces choses-là et pour pouvoir partager nos petits témoignages personnels et nos réflexions personnelles qui valent aussi bien que les témoignages de scientifiques qui ont fait 5 ans d'études, hein. Parce que en fait, c'est ça le gros truc, c'est le mythe de la blouse blanche. C'est parce qu'il a une blouse blanche, il a fait 5 ans d'études, alors il est plus intelligent que toi. Non, il a juste été endoctriné plus que moi, c'est tout. Mais voilà, et
encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité absolue sur beaucoup de choses. Je pense que je me renseigne sur beaucoup de choses, que j'écoute beaucoup d'experts sur beaucoup de sujets. Et donc, j'essaye de m'imprégner de ces sujets et de les faire miens et de le ressortir d'une manière ou une autre sur la chaîne. Et mon avis ou ton avis ou les avis de tous les interviewés, ils sont aussi valables que l'avis des médecins qui font ça depuis 30 ans, quoi. Enfin, et qui font, en tout cas, qui le font mal. Mais voilà, même plus valable, je trouve. Parce que nous, on fait des expériences au moins sur nos corps, on fait des expériences un petit peu extrêmes, justement, pour montrer aux gens que si ce que les scientifiques disent était vrai, on serait mort. On est en meilleure santé que la plupart des gens. Donc, c'est bien de pouvoir remettre en question ça. C'est à mon niveau, je fais partie de ce genre de personne qui n'aime pas être dans le dogme. Je remets fréquemment mes connaissances et je n'hésite pas justement à expérimenter et aller au bout d'une démarche pour la valider ou du moins pouvoir en parler derrière. Parce que c'est vrai que c'est des sujets extrêmement compliqués parce que, bon, ok, tu peux avoir une bonne alimentation, mais si ton habitation, elle est polluée avec comment on appelle ça, de la moisissure, des problèmes d'humidité, tu vas être en mauvaise santé, mais ça ne sera pas lié à l'alimentation. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière en carnivore. Je me suis retrouvé dans un bungalow en plein milieu de la jungle. Il y avait une incapacité d'ouvrir la fenêtre dans ma chambre et j'étais pas bien. J'avais des symptômes qui n'étaient pas bons. Et en fait, c'est tout simplement cette baraque-là qui, dès que je sortais, j'allais à l'extérieur pendant 1 à 2 semaines, je me sentais extrêmement bien. Donc tout ça pour dire que oui, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles peuvent paraître. Il faut toujours être très critique sur le contexte et des éléments qu'il y a autour, quoi. Parce que, malheureusement, il y a des choses qui peuvent vraiment avoir un impact sur les résultats. Et souvent, c'est la nutrition. Voilà, ça peut provenir d'un truc à l'extérieur et oui. Une allergie, ça peut être, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et plus j'accumule de connaissances, et davantage je confirme cette expression. Oui, je suis bien d'accord. Bon, ben voilà, on a fait 1h30. Où les gens peuvent-ils te trouver, Steve? Sur Instagram, principalement, et sur le groupe Carnivore. Donc, voilà. Je mettrai tout en description. Merci d'être venu. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine fois.